Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de Windows, d'HoloLens, Andromeda et des services Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 139 et nous sommes le jeudi 17 janvier 2019. Ce soir, ils sont 3 pour l'instant pour m'accompagner. J'ai Cassim qui est là. Bonjour Cassim. Bonjour, salut, bonsoir. Alors Cassim, tu es celui qui n'a pas de webcam pour l'instant, donc tu es celui qu'on ne voit pas. Tu seras notre Monsieur X de la soirée. Oui, désolé du coup, mais désolé. Mais bon. Eh oui. Alors à côté de toi, nous avons David. Salut David, qui fait preuve de forte autorité. Salut les copains et bonne année à ceux que j'ai pas souhaité bonne année. Merci David, bonne année à toi. Et enfin, il y a Patrick qui est là depuis la Suisse. Salut Patrick. Bonjour, bonsoir à tout le monde, depuis sa petite cuisine personnelle. Bonne année aussi à tous, les vœux de tout ce qu'on peut espérer. Pognon, santé, amour, la totale. Ok, ça marche. Merci beaucoup Patrick. Alors, avant de commencer, quelques petits messages. D'ailleurs, bon, vous l'avez déjà commencé. Meilleurs vœux et bonne année à toutes et à tous. Ensuite, pour des choses plus techniques qui nous intéressent plus, le podcast continue sur le site de Lifetile. Bien sûr, vous le savez, sur lifetile.fr. Vous avez la version vidéo, vous avez la version audio, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube en vidéo depuis l'épisode 136. Et si vous l'avez oublié, nous avons 2 chaînes supplémentaires sur YouTube, enfin 2 playlists supplémentaires. La première, c'est la M-Story, qui retrace l'histoire de Microsoft depuis avant la création de Microsoft jusqu'à nos jours. Là, on s'est arrêté à l'épisode de 1995 avec la sortie de Chicago, si ça parle aux connaisseurs. Et nous avons également les tutos Lifetile où on vous donne des trucs et astuces pour mieux utiliser votre machine, mieux utiliser Windows. Et d'ailleurs, si vous avez des demandes, des besoins, quelque chose que vous aimeriez faire, dont vous avez entendu parler, mais que vous ne savez pas faire, surtout, n'hésitez pas à nous en faire part et à nous poser la question, que ce soit sur YouTube ou sur le site de Lifetile, lifetile.fr, ou à la rigueur, sur notre Twitter, vous nous écrivez à Lifetile Podcast. Et nous essayerons, bien sûr, d'y répondre le mieux possible. Voilà. Après, Cassim, on pourrait rappeler à nos auditeurs, à nos auditeurs et à nos poditeurs, que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire grâce à PayPal ou Patreon. Donc, soit sur la page paypal.lifetile.fr ou patreon.lifetile.fr si vous souhaitez nous soutenir pour chaque épisode diffusé, dans la limite de 2 épisodes par mois, bien sûr. On sait que vous ne roulez pas non plus sur l'or. Mais je tiens à remercier, je pense au nom de toute l'équipe, tous les poditeurs qui nous soutiennent depuis de nombreuses années maintenant, depuis au moins 3 ans pour certains, et qui sont là toujours fidèles au poste. Donc vraiment, merci à vous. Et ça nous aide quand même, mine de rien, pas mal. Voilà, donc je vais arrêter de parler un petit peu et puis je vais tout simplement lancer ce dossier que va nous présenter Cassim. Alors Cassim, aujourd'hui on va parler de quoi d'ailleurs pour ce dossier? Bon, on va parler du début de l'année. Alors, vous êtes plutôt frangipane ou brioche des rois? Frangipane, totalement. Frangipane, bien Voilà, sûr. et avec une seule bonne réponse, vous l'avez, c'est la bonne. De toute façon, il n'y avait Voilà. qu'une réponse. Il y avait Moi qu'une j'aime pas la réponse. frangipane. T'aimes pas la frangipane? News suivante. Oh, bon, plus Pas le sérieusement, pour revenir aux technologies, aux nouvelles technologies, on va parler du CES. Je crois que c'est ça que tu voulais Tout à fait, qu'on Cassim. aborde. Oui. Alors, ouais, le peut-être CES situer, qui se passe à Las Vegas, tout à fait. qui parle de nouvelles technologies, mais vraiment, ça va de la machine à laver jusqu'à la nouvelle télé. C'est vraiment hyper vaste comme domaine. C'est un Je salon. suis- Alors, moi, je l'ai pas fait. C'est des collègues qui sont partis là-bas. Mais ouais, c'est très très grand comme salon. Il y a vraiment de tout, effectivement, comme tu l'as dit. Et puis ça va vraiment de la petite boîte qui aura vraiment un tout petit stand pour présenter. Juste, ils ont développé, je sais pas moi, une petite carte mère, un petit truc dans leur coin, et ils veulent essayer peut-être le vendre à une grande marque. Bah, ils peuvent venir au CES. Donc il y a un peu ce côté foire en fait aussi au CES qui est assez important par rapport aux autres salons dans l'année. Et il y a aussi les grandes marques, les grands groupes. Enfin, voilà, il y a du Intel, du Microsoft, tout ça, qui viennent pour soit du coup faire des contrats, soit présenter eux-mêmes leur propre technologie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vu qu'il est en janvier,
C'est lui qui crée un peu les tendances pour l'année, en fait, qui démarre l'année, vu qu'il vraiment, je crois que ça avait lieu peut-être à partir du 4 janvier, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment dans les premiers jours de l'année, quoi, en tout cas. Et donc ça permet de démarrer l'année des nouvelles technologies et tout de suite reprend l'actualité après le réveillon, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir là-bas d'intéressant pour nous qui sont plutôt orientés vers les mobiles, vers les ordinateurs, vers les appareils hybrides comme les surfaces? Est-ce qu'il y avait ce genre du matériel ou des composants qui pourraient nous intéresser dans un avenir proche? Ouais, alors effectivement, on l'a dit, donc le salon il est très très large, donc il y avait plein de choses. Donc c'est pas forcément toujours les ordinateurs, les mobiles qui sont vraiment mis en avant. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a eu aucune annonce de smartphone, par exemple. Ça sera plutôt peut-être pas le lieu. Voilà, c'est surtout qu'il y a le Mobile World Congress qui arrive en février à Barcelone, qui est là dédié à ça, et c'est un mois plus tard. Donc les gens préfèrent attendre, les marques préfèrent en général attendre le Mobile World Congress tout simplement en février. Et donc là, si on parle de ce qui nous intéresse, je retiendrai en premier lieu les annonces de Intel et AMD, donc c'est les deux gros fabricants de microprocesseurs, de cartes mères, etc. pour tout ce qui est PC en fait. Donc c'est ce qui équipe tous nos PC portables, nos PC fixes, pas mal de serveurs quand même aussi. Mais surtout donc nos PC portables, nos PC fixes. Donc il y a Intel qui a annoncé sa nouvelle génération de processeurs qui arrivera en 2019. Ils ont même annoncé 2 nouvelles générations. Ils ont annoncé une nouvelle génération de processeurs Intel Atom qui va plutôt se retrouver dans des produits ultra portables. Et une nouvelle génération. Équivalent surface ou plus tablette? Encore plus vraiment tablette, petits objets, potentiellement des objets pliables en deux qui seraient fabriqués par Microsoft ou des partenaires. Tu veux dire un truc qui fasse comme ça, là, et qu'on puisse faire ça, et on puisse faire ça après et téléphoner avec? Tout à fait. D'accord. C'est parce que c'est quand même un processeur. Alors, ce qui est intéressant sur lui, quand même, c'est que donc il est gravé en 10 nanomètres, c'est la dernière norme. Voilà. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il c'est le plus petit et ça consomme 2 milliwatts en veille. Et ça, 2 milliwatts, ça fait pas beaucoup. C'est pas les 2,21 gigawatts. C'est ça, on est de loin. Retour à le futur, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que la marque Atom, pendant longtemps, c'était relégué vraiment à des vieilles technologies. Intel laissait un peu ça de côté parce que c'était pour les PC qui n'étaient pas très chers. Donc, franchement, ils freinaient un peu des cas de fer pour travailler un peu sur ces puces-là. Maintenant qu'il y a ARM qui arrive, ils ont vraiment de la concurrence, donc ils sont un peu obligés de se réveiller. Et donc cette nouvelle puce Atom marque un vrai gap parce qu'elle prend beaucoup de technologies de ce qui était les Core i3, i5, i7 d'avant. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle s'inspire aussi de ce qui se fait chez ARM. Elle est intéressante à plus d'un titre. Ce qu'il faut retenir, c'est que elle va consommer très peu. Elle va être beaucoup plus performante que ce que les Atoms proposaient avant. Elle va être beaucoup plus performante en graphisme et en analyse d'images pour tout ce qui est intelligence artificielle, traitement d'images, etc. Et la dernière chose, donc c'est sur ce 2 milliwatts, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fabricant anonyme, on ne sait pas qui a demandé à Intel de fabriquer cette puce. En fait, Intel n'aurait pas conçu cette puce si ce fabricant ne l'avait pas demandé. Et il a spécifiquement demandé une puce Intel qui puisse consommer moins de 2 milliwatts en veille. Donc on ne sait pas quel est ce fabricant. On a peut-être une idée, je sais pas, tu aurais peut-être une rumeur qui t'aurait soufflé un nom, je sais pas, un truc qui commencerait par micro, quelque chose. C'est ça. Alors, je sais pas du tout. J'ai aucune rumeur ou sur ce machin, mais par contre, on peut émettre des hypothèses éclairées sur le fait que c'est pas le premier fabricant venu qui peut quand même exiger à Intel de créer une puce et que Intel derrière suive en créant un processeur. Il faut quand même que ce soit une demande d'un gros fabricant. Et ça peut pas. Le gros fabricant auquel on pourrait penser en premier, c'est Apple, parce que c'est leur gros partenaire depuis toujours. Mais bon, Apple, ils s'en foutent d'Intel et ils veulent plutôt passer à leur propre processeur. Donc, ce serait très étonnant que ce soit. Ils n'ont jamais utilisé d'Atom en plus, donc ce serait très étonnant. Il n'y a aucune raison que ce soit eux. Et le deuxième derrière, pour moi, selon moi, c'est soit Lenovo, soit Microsoft. Lenovo étant le plus gros fabricant au monde de PC, et étant aussi très proche partenaire d'Intel, et Microsoft. Parce que depuis le début des Surface, ils ont beaucoup bossé avec Intel. Et on se souvient que par exemple la Surface Go à la base de la Surface Go était développée avec ARM. Et c'est Intel qui a convaincu Microsoft de passer sur un processeur Intel qui est donc ce que la Surface Go intègre.
Et donc, on se demande si, moi je me demande par exemple si, quand ils ont convaincu Microsoft de passer à de l'Intel pour la Surface Go, ils leur ont pas aussi promis derrière la nouvelle génération, tu vois. Il y a peut-être pas eu un deal dans ce genre-là. Surtout si, un processeur qui consomme très peu, pour moi, ça va finir dans un produit qui sera ultra mobile, Ouais. de l'ordre de la Surface Go, ou plus petit, Andromeda, quoi, qui serait pliable en deux. T'as gâché la surprise. On a été bien nos là. auditeurs, ça. Et, donc, ça, c'était pour Intel. Oui, donc première grosse partie, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, surtout dans un avenir peut-être proche. Peut-être qu'à Barcelone, fin février, on entendra parler quelque chose qui va dans ce sens. Peut-être. L'autre truc qu'ils ont annoncé, c'est leur nouvelle génération de processeurs vraiment costauds. Par contre, c'est les Core i3, i5, i7, que là, on va plutôt retrouver dans ce qui sera les Surface Book, la prochaine Surface Pro, ce genre de machines. Les ordinateurs du bureau. Et les ordinateurs de bureau, évidemment. Effectivement, donc c'est vraiment tout ce qui est performant, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce processeur-là, qui est intéressant, c'est un vrai gap sur les performances graphiques. Ouais, tu veux dire dans la partie chipset vidéo qui est intégrée au processeur. Tout à fait, c'est ça. Là, on était sur la génération 9 avant, on passe à la génération 11. La génération 10 ayant été annulée en cours de route tellement... en fait, ils ont tellement eu de retard sur le développement de cette puce au total, de ce processeur, qu'ils ont pu avancer plus vite sur d'autres sujets, dont les graphismes. Et alors, ça ne va pas concurrencer une carte graphique faite par AMD ou Nvidia, on n'en est pas là. Mais par contre, ça va pas le but, quoi. ça va permettre de faire du jeu, tu vois, en basse qualité, ça va vraiment faire tourner les jeux. Avant, tu lançais, avec par exemple mon Dell XPS 13 que j'ai là en face, tu lances Overwatch ou un jeu même qui consomme assez peu, le jeu rame à fond, c'est pas jouable, quoi. Tu peux vraiment pas... Je sais pas ce que tu as comme machine, mais moi j'ai un vieux Core i5 4670K et j'ai fait tourner pas mal de jeux sans carte graphique jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans. Bon, avec des gros jeux de chez Uplay, j'étais obligé de passer à la carte graphique, mais avec le petit chip que j'avais dessus, ça a été quand même suffisant pour quelques petits jeux. C'est vrai qu'ils ont deux gammes chez Intel et t'as peut-être une gamme qui, ils ont la gamme Iris Pro machin qui est peut-être la gamme Pro, qui est peut-être un peu plus performante. Après, j'avais 16 Go de RAM, un bon SSD et ça permettait peut-être aussi là-dedans d'aller un peu. Enfin bref. En tout cas, oui, donc je disais qu'on avait une valeur de performance qui est pour évaluer les performances des puces comme ça, qui est le teraflop, qui est souvent utilisé par les fabricants. Oui. Et donc là, cette nouvelle puce graphique, elle passe le 1 teraflop. À titre de comparaison, une PlayStation 4 fait 1,8 teraflop de puissance. Et la Scorpio, la Xbox One X faisait combien, elle? Je sais plus, beaucoup plus. Je me demande si c'est pas 4 ou 6 teraflop. D'accord. J'ai plus le chiffre sous les yeux, mais... mais c'est un gros truc, ouais. Ouais, c'est vraiment un gros truc. Là, je parle de la PlayStation 4 de base, tu vois, alors que la Xbox One X, elle est plutôt en face de la PS4 Pro. Donc il y a eu un sacré gap quand même depuis, mais c'est juste pour donner un petit indicatif de puissance. Performance. L'autre point que je voulais mentionner qui est intéressant, donc comme tu disais, il y avait un processeur, c'est aussi un chip graphique, c'est aussi d'autres éléments, surtout dans les PC portables où souvent il va intégrer pas mal de technologies. Oui. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce processeur est le premier à intégrer nativement le Thunderbolt 3. Donc ça veut dire que normalement à peu près toutes les machines qui seront équipées avec ce processeur auront du Thunderbolt 3 parce que le fabricant n'aura plus intégré une puce en plus en fait, qui du coup complexifiait la carte mère, complexifiait l'installation du PC, etc. Il n'y avait pas une histoire de licence dont tu nous avais parlé déjà une fois précédente aussi, que Intel avait libéré une licence où il n'y avait pas un truc comme ça? Ouais, normalement, avant la licence était payante, Intel l'a libérée il y a quelques temps, donc je pense que ça fait partie de cette stratégie-là de faire du Thunderbolt 3 une technologie un peu classique plutôt qu'un truc premium. Pas open source, mais open, en tout cas, c'était gratuit quoi, à l'intégrer, c'était beaucoup plus simple pour les fabricants. Ouais. Là, ça en fait partie. Et l'autre point, c'est le Wi-Fi 6 qui arrive avec cette puce, qui est aussi intéressant. Et ça, c'est du coup, je reviens au CES. On va quitter un peu Intel, je pense, sauf s'il y avait d'autres choses à dire. Moi non, parce que je te fais confiance là-dessus, c'est toi qui connais vraiment le sujet. Bah, du coup, c'était pour dire que... un dernier truc sur Intel, c'est juste que donc, là, ce nouveau processeur va permettre de baisser la carte mère et donc d'augmenter la taille des batteries. Donc Intel promet une belle autonomie en hausse avec cette puce-là. Donc pour finir, il y a cette compatibilité avec le Wi-Fi 6 et c'était un truc qu'on retrouvait dans
à beaucoup de stands au CES, il y avait beaucoup de fabricants qui annonçaient des routeurs, des puces Wi-Fi 6. Enfin, c'est vraiment, donc c'est une nouvelle génération de Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus? J'imagine qu'on doit avoir un débit qui est plus gros, mais à part ça. Ouais, alors c'est un. Donc là, nous, on était encore au Wi-Fi, du coup, Wi-Fi 5, aussi appelé le 802.11 AC, ou si vous avez déjà regardé les lettres, il y a BGN, AC, voilà. Oui. Donc là, c'est le AX, mais en fait, vu que c'était compliqué et que personne ne comprenait les lettres et qu'elles n'avaient aucun sens, ceux qui font le Wi-Fi, ils ont décidé de passer à des chiffres, ça ira plus vite, et donc c'est le Wi-Fi 6 qui génération 6, ok. Voilà. Et du coup, ce qu'il a de nouveau, oui, en dehors du débit, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été vraiment créé avec le smartphone en tête. Et, Oui. et du coup, si je vais retrouver, je sais plus. Bon, en gros, ça veut dire qu'il est compatible plus facilement avec par routeur, en fait, pour chaque modem routeur, avec plus facilement plus d'appareils connectés en même temps. Donc, par exemple, on pense aux centres commerciaux, aux gares, aux aéroports. D'accord. Beaucoup de smartphones sont connectés en même temps. Il va être capable de gérer vraiment en parallèle beaucoup d'appareils connectés sur lui. Ok. Ça va être des trucs, avant, pour rentrer dans les détails rapidement, le Wi-Fi AC ne gérait que le 5 GHz. Il y a 2 fréquences de Wi-Fi qui sont utilisées. Une qui couvre peu de distance, mais qui est très forte, et l'autre qui arrive à traverser les murs et qui est plus faible. Le Wi-Fi AC, la précédente génération, ne faisait que du très fort à faible distance. Quand tu t'éloignais, tu repassais sur les anciennes générations de Wi-Fi. Oui. Là, il réunifie tout ça. En fait, il utilise les 2 bandes de fréquences simultanément, donc il rechapeaute un peu tout. Tu n'utiliseras que la nouvelle norme si tout est compatible avec la nouvelle norme. Oui. Voilà, et après d'autres éléments. Tout ça là va faire aussi que normalement les smartphones vont consommer moins quand ils utiliseront ce Wi-Fi là. Donc plus de batterie, voilà. Donc beaucoup de bons petits points. D'ailleurs, finalement, c'est pas tant le débit qui, au final, qui va vraiment augmenter. C'est plus toute la gestion de la technique derrière du Wi-Fi qui est améliorée. Qui va faire que du coup, on va moins avoir de galères de couverture, surtout dans les agglomérations où les réseaux commencent à être saturés pas mal, quoi. Donc le Wi-Fi, le débit quand même promis maximum est quand même dans les 6 gigabits seconde. Ça va. Après, il faut avoir la connexion théorique, derrière qui tape. Ouais. Voilà, et c'est le truc théorique. Même Patrick, il a pas ça depuis sa Suisse. Non, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc, tu sais, rappelle-moi combien de gigabits? 6 gigabits. 6 gigabits. Au vu des connexions Internet actuelles, ouais, je pense qu'on a le temps. Oui, surtout que c'est les connexions théoriques et que ça, même quand tu es branché, quand tu poses ton smartphone directement sur le boîtier, le truc n'arrive pas à capter autant quand même, quoi. Donc je sais jamais trop comment ils peuvent atteindre. C'est vraiment théorique, quoi. Oui, mais bon, même si ça tape à 1 gigabit, déjà ça y est, quelqu'un qui a la fibre chez lui peut profiter de sa fibre en Wi-Fi sur son smartphone ou sur son appareil connecté. Ouais. Alors du coup, sujet suivant, là je vais passer plus rapidement. C'était vraiment pour moi c'est Intel le plus important dans la mesure où ils ont un poids tellement fort sur le marché que ce qu'ils annoncent va forcément se répercuter dans tous nos PC dans les mois à venir. Donc c'est forcément très imposant. Je vais rapidement mentionner d'autres trucs. Donc il y a AMD qui a aussi fait sa conférence. Ils ont annoncé une nouvelle génération de puces graphiques et de puces de processeurs. Là on parle vraiment plutôt gros PC portable, PC de bureau plutôt. Ouais. Machine de gamer, vraiment. Machine de gamer, machine performante, machine de travail, etc. Il y a AMD qui a vraiment repris du poil de la bête sur les PC de jeu vraiment quand on se construit son propre PC de bureau. Maintenant, j'ai vu par exemple, Canard PC qui est la référence, conseille que du AMD, ne conseille plus de l'Intel parce que parce que le rapport en fait performance-prix de AMD est beaucoup plus intéressant en fait. Intel a gonflé les prix en étant le leader. Le leader incontesté pendant un moment. Voilà. Ouais. C'est ça, donc du coup, ils profitent de leur position pour avoir gonflé les prix. AMD, au contraire, en tant que challenger, a vraiment lutté sur les prix et ils sont vraiment devenus intéressants avec leur technologie. Et là, ils ont annoncé une génération qui arrive au courant de l'année. Mais du coup, voilà, je passe un peu plus rapidement dessus parce qu'il n'y a pas forcément autant à en dire, si ce n'est que AMD redevient intéressant.
Voilà, il va falloir surveiller ce que propose AMD parce que vraiment, il y a des nouveautés de qualité qui arrivent. Donc, si quelqu'un veut changer sa machine, pourquoi ne pas garder à l'esprit que AMD est un client intéressant. Voilà, C'est ça. pour résumer. Après, et il y a Nvidia, voilà, on finit avec les processeurs, les composants et Les les composants technologies. PC, ouais. Il y a Nvidia qui a annoncé que ces nouvelles puces graphiques qui étaient arrivées il y a quelques mois sur PC, maintenant on arrive sur les ordinateurs portables. Donc il y a eu une pelletée, je vais pas faire la liste, mais il y a eu, je sais pas moi, 40, 50, 60 références de PC qui ont été annoncées, qui sont un peu tous les mêmes d'ailleurs, de Razer, Asus ROG, tout ça, toutes ces marques de gamers un peu, qui intègrent donc cette nouvelle génération. C'est souvent les mêmes PC que la précédente génération, juste qu'ils changent le processeur. Donc c'est les RTX 2060, 2070 et 2080 pour ceux qui suivent. C'est des machines qui coûtent la peau des fesses. Ouais, oui, d'autant Il y a des chances. d'autant qu'elles ne sont pas offertes, les nouvelles puces graphiques de Nvidia, en tout cas sur PC de bureau. Tu m'étonnes. Sur PC portable, du coup, on ne connaît pas les prix puisque c'est directement entre Nvidia et le fabricant. Mais à mon avis, Tu le sens passer. Ouais. Donc L'avantage quand elles restent au catalogue, c'est les plus anciennes voient leur prix fondre. Ça, Ouais, c'est ça. notamment. Et là... encore. Oui, surtout que celle-là, pour le coup, sur PC de bureau, ils ont annoncé des prix qui commençaient à déjà, enfin, le genre la moins chère des nouvelles cartes graphiques était au-dessus de la plus chère des anciennes, tu vois. C'était un peu. D'après, j'ai l'impression que c'était une nouvelle gamme dans la famille actuelle. Quoi. À titre d'information, pour ce Noël, je me suis acheté un portable gamer d'Asus, la gamme TUF, sur base de GTX 1050 pour moins de 1000 francs suisses, donc c'est quelque chose comme moins de 1000 francs, 1000 euros quand même, avec un Core i7, 16 Go de RAM, etc. Oui, pardon, oui, tu as raison, en fait, sur les PC portables, quand même un tu as raison. avantage. Moi, je pensais aux puces graphiques de PC, où là, c'est Nvidia qui gère directement les prix, à peu près. Alors que ça n'a pas trop baissé. Par contre, tu as raison sur les PC portables. Là, c'est par exemple Asus qui a décidé de liquider ses stocks. Et là, tu as tout à fait raison. Les prix peuvent baisser. Il y a des affaires à faire. Ouais. Ok. Voilà, bon, j'ai fait rapidement le tour des composants. C'était les trucs les plus importants qui vont marquer l'année. Il y a eu quelques annonces de PC très rapidement. Par exemple, tu as Asus qui a annoncé un PC portable où en fait les bords sont très très fins. Et donc autour de l'écran, et donc pour intégrer la webcam sans que ça gêne, ils ont inventé l'encoche qui sort du... Quoi, une encoche? Une encoche mais à l'envers. Qui sort cette fois-ci, c'est ça. C'est un petit robot. Notch. Ouais, c'est ça. Donc, sur un ordi, ça va. Sur un ordi portable, oui, voilà, ça va. Ça permet d'avoir la webcam en haut. Et, il y a d'ailleurs Dell qui a annoncé une nouvelle version de son XPS 13 où la webcam est aussi en haut. Si vous vous souvenez, un problème des XPS 13, c'est que la webcam était en bas. La webcam était en bas. Ça filme un peu tes narines, quoi. Là, ça passe en haut. Ou le menton. Oui, c'est ça. J'ai la même chose sur mon téléphone, moi. Sur le Xiaomi Mi Mix 2 ZES, la caméra est en bas. Et elle te prend en remontant. Bon, après, tu retournes le téléphone, voilà, c'est vachement tu peux plus facilement le retourner. Le PC portable, pour le retourner en conversation Skype, c'est un peu plus complexe. Ouais. Voilà, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les technologies qui intéressent. Après, c'est un salon qui est beaucoup tourné vers la télé. Multimédia. Vers le multimédia, la télé. Donc, il y a eu par exemple un téléviseur LG qui s'enroulait dans sa base. Il y a eu Samsung qui a présenté ses micro LED. C'est la technologie qui va remplacer l'OLED. Donc, on pense déjà à l'après OLED, en tout cas, du coup. C'est pas pour les très grandes tailles, ça, par contre? Les micro LED, c'est pas plutôt les très grandes tailles, je crois. En fait, l'avantage, c'est que tu peux le moduler très facilement. Enfin, Samsung peut le moduler très facilement, donc ils peuvent vraiment proposer les diagonales qu'ils veulent. Et donc, ils vont peut-être effectivement pouvoir faire des plus grandes tailles. Et là, ce qu'ils ont présenté, c'était effectivement une 100 pouces de diagonale. Oui, ça commence à faire grand. Mais ça, c'est parce que c'est le CES et que justement, il faut impressionner un petit peu. L'intérêt des micro LED rapidement, c'est que ça marque. Vous savez que le LED, en fait, au bout d'un moment, l'écran peut être marqué. Si vous me laissez par exemple la même image pendant un an sur un écran OLED, vous changez d'image, vous aurez encore l'ancienne. Ça t'arrive souvent, Cassim, de laisser la même image pendant un an sur ton écran? Non, alors ça reste de la marge. Évidemment non, mais là c'était pour vraiment expliquer le principe. Mais par exemple, les smartphones Android, au bout de quelques années, moi ça m'arrive de voir surtout en boutique, des Samsung
où tu sais, tu passes en mode paysage. Et en fait, la Oui. barre de navigation en bas, précédent, home et multitâche, reste en surimpression parce que elle, par contre, elle est tout le temps en bas, en fait. Enfin, elle est tout le temps. D'accord. C'est ce Ouais, genre ouais. de truc. Ou la barre de notification en haut pour Android. Bref, en tout cas, ce qui est pratique, c'est que la micro LED surtout n'a pas ce souci-là. Donc comme ça, au moins, un an ou pas un an, c'est réglé. C'est tranquille. Et puis il y a, pour parler, je sais que vous adorez Apple. Donc, Je ne connais pas du tout. donc, J'ai jamais entendu parler. C'est pas trop mal. il y a eu quand même une ouverture intéressante. Apple qui a une techno qui s'appelle AirPlay, qui, connais pas. vous voyez Google Cast, Je connais pas. Chromecast. Miracast, ouais, je connais Miracast. Mais en tout cas, donc AirPlay c'est très pratique. Mais le problème, c'est que t'es enfermé chez Apple. Il fallait, c'est quand t'as un iPhone et t'es obligé d'acheter une Apple TV qui est toute pourrie pour avoir AirPlay. Donc c'est Apple, quoi. c'est Apple. Sauf que là, AirPlay arrive chez Sony, Samsung, les télévisions vont l'intégrer de base. Ah oui, qui sont connectés, qui sont nativement dotés de ça. J'ai vu ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un signe d'ouverture. C'est à noter, voilà. J'en dis pas plus. C'est Non, quoi mais voilà. l'intérêt? Alors c'est quoi l'intérêt l'intérêt du coup? AirPlay, Parce que si c'est plus Apple, le récepteur. En fait, ça veut dire Apple, que l'émetteur. ça veut dire que tu peux t'acheter une télé de marque Samsung par exemple, et puis directement diffuser quelque chose depuis ton smartphone ou ton ordinateur compatible directement sur le téléviseur, sans passer par un périphérique externe. L'émetteur reste Apple, en fait, c'est ton iPhone, ton iPad. L'émetteur, ça reste Apple. Donc, c'est un iPhone, par exemple. Tu peux facilement envoyer de la musique ou un film sans avoir besoin d'avoir Apple TV. Sans avoir besoin d'Apple TV. Puis surtout, la technologie est très simple. Pour le coup, pour l'avoir testé, est vraiment très simple à l'emploi. C'est vraiment, tu lances ta musique, tu cliques sur le petit bouton, il te liste les appareils compatibles autour de toi sans demander d'appairage, d'authentification, que dalle. Donc c'est très simple d'emploi pour le coup. Je leur reconnais ça. Mais c'était chiant vu qu'il fallait être chez Apple. Et là au moins ça s'ouvre. Donc c'est pas mal. Bon, voilà. Ça concerne que les gens qui ont un iPhone. Ou un iPad. Ou un iPad, ouais. Okay. Bref. Voilà. Bon, je retrouve. Ouais, pardon. Non, vas-y. Non, mais je disais que j'avais fait le tour sur le CES. Donc vas-y. Non, rien spécial. Bon, j'étais resté sur le téléviseur qui roule, mais qui se replie, tout ça, c'était pas mal. C'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant pour l'instant sur le CES. Ah bon, à part le campus informatique qui ont l'air quand même assez sympa et d'apporter de vraies nouvelles choses. Mais après, le téléviseur qui roule, là, tu le vois qui monte comme ça. Quand t'as pas beaucoup de place, potentiellement si. À quoi ça sert? Je comprends pas à quoi ça sert. Moi, j'ai pas été du tout séduit par ça, pour le coup. Mais... je sais pas, à partir du moment où tu as une place pour ta télé quand tu la regardes, tu as aussi une place quand elle est éteinte, ça change pas grand-chose. Je sais pas, un écran noir, c'est pas spécialement intéressant. Voilà. C'est le but. Ce que je te dirais, c'est que quand il est éteint, du coup, tu vois que la télé, en fait. Et pas ce qu'il y a derrière. Là, c'est quoi? Ça te fait un petit bloc qui fait 15 cm de haut, et puis ça se déroule derrière. Non, c'est quand même un gros bloc. C'est un meuble télé, quoi. C'est un meuble télé. Est-ce que ça vous manque? Je suis d'accord. Non. Est-ce que ça vous manque de ne pas voir ce qui est derrière votre télé actuellement? Non, l'idée, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment c'est vraiment pour les. Enfin, déjà, tu peux mettre du coup, tu peux effectivement mettre un truc derrière, du coup. Et puis c'est juste parce que du coup, quand elle est éteinte, tu as un gros écran noir qui trône au milieu de ton salon et que certains veulent ne pas forcément voir tout le temps. Ce qui est vrai surtout, c'est qu'on a plus ou moins tous été formatés pour un téléviseur au salon, même éteint, et puis voilà, quoi. Quelque part. Oui. C'est une nouvelle habitude. Ça permet d'avoir d'autres possibilités, ça te crée d'autres possibles. Moi, je trouve que la technologie en soi est intéressante, le fait de pouvoir plier un écran, déplier, etc., potentiellement. Le truc de LG, là, c'est rigolo 5 minutes, 5 secondes, mais en fait, je vois mal attendre 5 minutes parce que c'est quand même assez long. C'est vrai, c'est long, c'est vrai. Et je me vois mal attendre 5 minutes à chaque allumage de ma télé pour voir le truc sortir. Moi, chez moi, j'ai en retard pour le début du match. J'ai un projecteur, moi, et pour le coup, un défaut du projecteur, c'est justement qu'il met du temps à chauffer, à s'allumer. Ouais. Mais il met quelques secondes, quoi, par rapport à une télé qui vraiment, c'est on-off, quoi. Et du coup, j'ai l'impression, cette télé de LG, pour moi, elle prend des défauts du vidéoprojecteur sans rajouter vraiment de qualité, quoi. Allez, on va dire que
on va dire qu'LG a proposé un premier modèle de télé qui enroulable, qui va sûrement s'améliorer avec le temps, qui sera plus rapide à sortir, qui sera plus rapide à s'allumer, qui prendra peut-être moins de place après, et qui aura vraiment tous les avantages possibles. Ouais, en tout cas, l'effet waouh est là. Et moi, je pense que cette télé, elle va se vendre aux hôtels de luxe, où là, par contre, dans les chambres d'hôtel de luxe, tu sais, tu vas mettre ta petite carte quand tu rentres dans ta chambre, et là, tu auras la télé qui sortira toute seule du socle, et ça fera son petit effet waouh, je pense, sur le client, qui sera content de voir la demande, ouais. Je pense. La demande dans tous les sens du terme. Voilà. Ok. Donc pour le CES, tu nous as fait quand même déjà un bon retour. Je pensais pas qu'il y ait tant de choses au final d'intéressantes sur ce salon cette année. Ouais, bah, bon, après, en plus, pour le coup, c'était pas une grande édition du salon. Quoi, mais ouais. Bah, pour les PC, en fait, il y avait plus de choses que d'habitude, pour le coup. Tant mieux, c'est ce qui nous intéressait. Yep. Bon. Messieurs, moi je vous propose de conclure ce dossier, de sauter au freetile avant d'enchaîner avec les news, même s'il y a quelques-unes qui sont pas très fraîches. Allez, passons tout de suite au freetile. Alors, pour commencer ces freetiles, David, tu as la parole. De quoi vas-tu nous parler, toi, cette fois-ci, pour cet épisode 139 ? Moi, ça avait un petit freetile coup de gueule, parce que bon, j'ai mes enfants qui commencent à jouer pas mal à Fortnite et l'autre à Minecraft. Non ? Oui, je sais, mais je dis toujours comme ça. D'accord. Et donc, du coup, voilà, quand ils ont plus de temps d'écran, ils regardent des vidéos, des tutos, des machins, des youtubeurs très intelligents en fait, et ça me casse les pieds de voir des youtubeurs de 14-15 ans qui crient, qui hurlent, qui gesticulent, qui ça n'a aucun sens, qui se filment devant les jeux vidéo à faire n'importe quoi, qui parlent vulgairement, et en fait ces mecs-là, en fait, faudrait pas les tuer, mais faudrait, je sais pas, faut faire quelque chose, quoi. Il faudrait leur faire passer un permis de YouTuber. Ouais, voilà. Il devrait y avoir un certificat. C'est nous, tu vois, on fait attention, par exemple, au vol de drone quand il y a 800 grammes. Maintenant, quand ils font 800 grammes, on a un truc à passer sur Internet et tout. Et ben là, ça devrait être encore plus vrai, quoi. Parce que c'est plus grave qu'un drone qui tombe sur la gueule quand même. Un mec qui raconte n'importe quoi sur YouTube et qui est suivi par des milliers de personnes, c'est insupportable. Ça me fait mal au cœur. Voilà. Merci. Ok, merci David. Écoute, ce fut bref, mais ce fut intense. T'as rien à rajouter? T'as pas un deuxième petit freetile là, un peu plus gai, non? Non, toujours avec mes drones et toujours autant de plaisir. D'accord, ok. Bon, mais ça marche. Alors moi, de mon côté, je vais enchaîner et je vais vous parler de musique. J'ai découvert la chanteuse Oshi. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. La marinière. Non. Ouais, c'est ça. Ça s'écrit H-O-S-H-I. Moi, j'ai découvert ça sur Deezer, en fait, avec la fonction flow. Quand je vais courir, je mets flow. Et voilà, et ça te met des musiques que tu as enregistrées comme favoris, mais ça te met aussi des musiques que tu ne connais pas et qui peuvent être liées. Donc, j'ai découvert ça avec effectivement la marinière au début. Et puis, j'ai pris l'habitude d'écouter parce qu'au niveau du rythme, du tempo, ça va bien, moi, avec mon rythme de course. Donc, voilà, et puis au début, j'ai pas trop écouté les paroles, voilà, c'était sympa, ça allait, c'était le bon rythme. Et après, je me suis posé à la maison, j'ai écouté ça, et je trouve que c'est, bon, musicalement, c'est peut-être pas la plus belle des musiques qui existent. Il y a des moments, ça fait un petit peu boum boum, je suis pas fan de quand ça fait boum boum, qu'il y a trop de basse, mais ça reste, à mon goût, acceptable. Mais ce que j'adore, c'est la voix de la chanteuse. Elle a une voix qui est chaude, un peu rocailleuse. Et puis, elle a une manière de chanter, je trouve ça vachement prenant, je trouve que ça prend aux tripes un peu sa manière de chanter. Et voilà. Après, les textes sont pas mal construits non plus. Si on prend le temps d'écouter, ça raconte des histoires, pas toujours joyeuses, mais c'est bien raconté. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, j'aime beaucoup vraiment la voix, la manière de chanter, puis les textes aussi. Voilà. Donc, je vous mets pas d'extrait parce qu'on est sur YouTube et si on peut éviter de se faire balancer la vidéo juste pour un extrait. Mais allez voir sur YouTube, on vous mettra. J'essaierai de vous mettre dans le bandeau là un petit lien vers. Sûrement, il y a un clip officiel qui doit exister. Donc, vous regardez là-haut, il va y avoir un petit bandeau. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, Oshi, H-O-S-H-I, voilà. Donc, avec le titre connu, La Marinière, que tu as cité, David. Et c'est marrant parce que moi, en fait. C'est les qualités que tu lui trouves, moi je trouve que c'est ses défauts. Je trouve sa voix insupportable.
Ah, mais je comprends. Moi, je comprends. Moi, Ouais. c'est une voix que j'apprécie. Mais voilà, après, Genre- c'est chacun ses goûts, quoi. Ouais, voilà, je reconnais que c'est une artiste bien, mais sa voix, elle me dérange. D'accord. Mm. Après, en tant que personne, je connais pas du tout. Je m'en fous Ah, moi non complètement. plus. C'est Ouais, moi c'est non juste plus. au niveau musique. Moi, je te dis, il y a le tempo qui m'allait bien au niveau course, et puis le reste que j'ai apprécié au fur et à mesure. Mais bon, C'est de la bonne musique, oui. c'est pas ce que j'écoute d'habitude, mais voilà, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Donc, Oh, c'est pas très éloigné des chanteurs français que t'aimes bien. Hein. musicalement, si. Enfin, bon, Ouais. après, Ouais. on est dans Lifestyle, on est sur un freestyle, j'ai déjà débordé, donc je vais Ouais. laisser la parole à Cassim parce que Et après, je ça sais se pas moque de combien de moi. temps il va en avoir. Et après, ça se moque de moi quand même. Désolé, Cassim. Allez, Du coup, je te laisse la moi, parole. moi, je vais vous parler pendant 10-15 minutes, je pense. Non, je plaisante. De Avatar, le dernier maître de l'air. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus dans l'émission. C'est possible que je l'ai déjà fait. En tout cas, il est sur toute la série est sur Netflix. C'est un dessin animé plutôt destiné à un public jeune, en tout cas pour le début de la série, et puis qui monte ça dure 3 saisons d'une vingtaine d'épisodes. Et en fait, ça monte au fur et à mesure de la série pour devenir un truc qui reste accessible pour les enfants, mais qui plaira vraiment aux plus grands. Et je trouve ça vraiment, c'est une très très belle série que je recommande vraiment chaudement. Ça traite de beaucoup de choses, ça traite de sujets comme la vengeance, la maîtrise de soi, l'esprit. Enfin, c'est très, ça traite de ces sujets, de savoir la tolérance, la confiance, ce genre de sujets. Et voilà, c'est vraiment un dessin animé que je recommande chaudement. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Et en fait, après, il y a eu une suite qui s'appelait La Légende de Korra, qui par contre, elle n'est pas disponible, que je sache, en France de façon simple sur une offre légale. Malheureusement. C'est basé sur le thème de Avatar, le film. Non, du c'est tout. vraiment ouais, Pas du c'est voilà, en J'allais deux poser la question, justement, si je puis me permettre tout de Ouais. suite là une parenthèse, je connais le film Avatar. Il y a eu aussi un autre film, Le Dernier Maître de l'air. Ouais, qui est ce film-là est une adaptation du dessin animé en fait. Ah ouais, D'accord. d'accord, parce qu'Avatar à côté, ça n'avait rien à voir, si tu veux, l'un et Ouais. l'autre. J'avais du mal à voir la connexion entre Alors, les deux. Alors là, c'est Avatar, le dernier maître de l'air, donc la version dessin animé. Le film est vraiment mauvais, en tout cas ne rend pas hommage du tout à la série. Donc je l'ai pas vu, mais tout ce qu'on m'a dit, tous les fans le détestent, donc a priori, voilà. J'ai vu, j'ai bien aimé, mais bon. Non, mais je pense que ça se trouve. Après, Personne n'est pas fait. Non, mais j'ai entendu des gens dire que c'était un bon film, mais une mauvaise adaptation. Si tu vois ce que je veux dire. C'est si tu connais l'œuvre de base, voilà. Et donc, rapidement, en gros, ces 4 nations, c'est un peu basé sur l'Asie. Ces 4 nations à plutôt ère Moyen-Âge, voilà, début Renaissance, qui t'as la nation du feu, la nation de l'air, la nation de l'eau, la nation de la terre. Et donc, parmi ces habitants, à chaque fois, il y a des gens qui peuvent manier l'élément en question. Donc, ils font du feu avec leurs mains, ou ils manient l'air avec leurs mains, ils manient l'eau ou la terre. Et il y a une personne, un élu, qui est l'avatar, qui se transmet de génération en génération, il se réincarne dans quelqu'un à chaque fois, et il maîtrise les 4 éléments, et il doit réunir, et c'est lui qui est le garant de l'équilibre dans leur monde, en fait, qui est le garant parce qu'il maîtrise, voilà, c'est la balance entre les 4 éléments. Mais je connais, en fait, je crois que mes enfants regardent, en fait. Et donc, c'est un très très bon dessin. C'est un chauve, le maître, un petit enfant chauve, avec une couette derrière. Oui, c'est ça. Il a une flèche, en fait. Oui, quelque chose, oui. Ah, mais mes enfants, ils regardent, moi. Ouais. Et puis, t'as aussi le maître du feu, le maître de l'eau, le maître, tu vois, de la terre aussi. Ça me faisait un peu penser aux Cités d'Or, moi, à l'esprit. Il y a un peu de ça, et c'est de l'aventure et tout, il parcourt le monde, donc ouais. Voilà, je recommande chaudement, c'est sur Netflix en tout cas l'intégrale. Voilà. Ils sont bien chez Netflix. Ouais, il y a des bonnes choses. Ok, merci beaucoup Cassim. Moi, je vous propose donc d'arrêter ces freetiles et de retourner aux news et rumeurs, et juste après ce générique.
Alors, pour commencer, première information, on vous en a parlé dans le dossier, Cassim a effleuré le sujet déjà, c'est Andromeda. Alors, Andromeda, est-ce qu'Andromeda revient, le projet de téléphone pliable de Microsoft? Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est pas un téléphone, ouh là là, je vais me faire taper sur les doigts. L'appareil ultra portable de Microsoft qui permet de téléphoner mais qui n'est pas un téléphone. Alors, est-ce qu'il revient? Alors, on vous parle de ça parce que, si je dis pas de bêtises, Cassim, Microsoft a annoncé qu'il serait présent au Mobile World Congress de Barcelone, qui a lieu fin février. Et si Microsoft est à Barcelone, c'est pas pour rien à ce Mobile World Congress. Alors, tu veux parler plutôt côté Mobile World Congress pour le moment. Donc, allez, parle des deux, vas-y, parle des deux. Parce que j'ai un peu peur de te décevoir sur le Mobile World Congress, mais bon. Non, mais je pense que c'est plutôt HoloLens, mais bon. Mais il faut espérer. Il y a Kipman qui sera là-bas, mais pas Panos Panay. Donc... en tout cas, il n'a pas été annoncé pour le moment, effectivement, à cet événement. Donc sur la partie Andromeda, en fait, ce qui a un peu fait raviver la flamme, c'est que Microsoft a publié en interne une build de Windows 10 qui a un nom, sans rentrer dans les détails, enfin, chaque build a un peu un nom qui montre sur quel sujet, déjà à quel type de machine ça s'adresse, et puis des fois sur quel sujet ça se concentre. C'est ce qui, par exemple, je sais pas moi, l'équipe qui s'occupe de bloc-notes, elle va travailler sur des builds underscore bloc-notes. Je donne un exemple un peu farfelu. Et ils vont avoir leur version à eux, comme ça, de leur côté, qui sera Windows underscore bloc-notes, et ils travailleront dessus de leur côté. Et après, au bout d'un moment, ils fusionnent tout ça et ça donne le Windows 10 qu'on connaît et les préversions qu'on connaît, nous, dans le programme prévu. Et donc là, il y a une de ces builds qui est sortie qui s'appelle Shell Device Foldable. Donc en français, ça donne interface des appareils pliables. Donc du coup, c'est une préversion qui s'adresse, qui travaille, qui est faite par l'équipe qui s'occupe d'adapter l'interface de Windows 10 aux appareils pliables. Donc l'équipe du Shell, si je dis pas de bêtises. C'est ça, l'équipe du Shell, qui est l'équipe interface. Le Shell étant tout ce qu'on voit, enfin tout ce qui est la barre des tâches, le menu démarrer, tout ça c'est le Shell de Windows. Et donc voilà, donc Andromeda, forcément le projet d'appareil pliable de Microsoft, ça tombe bien, c'est exactement le type de logiciel dont il aurait besoin, une interface adaptée. Faut savoir aussi que derrière Andromeda, il n'y a pas qu'un seul appareil, c'est aussi un vaste projet de Windows 10, notamment parce qu'il y a des fabricants tiers qui ont déjà annoncé des produits qui proposent et qui sont pliables. Alors, c'est pas forcément l'écran qui est pliable, mais plutôt des ordinateurs portables, par exemple, où tu as un écran, t'as l'écran classique et le clavier et le touchpad sont remplacés par un deuxième écran. Ouais. Et donc ça aussi, c'est un appareil pliable à deux écrans en soi et qui a besoin d'une interface potentiellement adaptée. Donc ça peut être aussi pour ce genre d'appareil, Donc c'est pas forcément pour le Andromeda de Microsoft, c'est peut-être plus large aussi. Donc il y avait cette partie-là qui était intéressante sur Andromeda. Et sur la partie Mobile World Congress, comme toi tu as dit, il y a Microsoft qui a annoncé une conférence. Et déjà ça c'est pas rien, parce qu'ils ne sont pas venus au Mobile World Congress depuis 3 ou 4 ans, je crois. Depuis qu'ils ont arrêté les téléphones, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la dernière fois, c'était pour annoncer le Lumia 650. Super. Qui était leur tout dernier Windows Phone de mémoire, enfin Windows Mobile de mémoire. Je crois pas qu'ils en aient sorti après. Il y a eu un 550, mais je sais pas s'il était sorti avant ou après, mais bon, de toute façon. Ouais, voilà. En tout cas, voilà, c'était leur dernière conférence et leur dernière présence au Mobile World Congress. Et là, donc, ils y reviennent après plusieurs années, donc c'est quand même pas rien. Et par contre, on a déjà effectivement le nom des intervenants. Et Satya Nadella, évidemment, pour représenter la boîte, c'est logique. Ouais, mais quel intérêt, enfin bon. Ça, c'est parce que c'est pour les investisseurs et tout. Enfin, tu représentes la boîte, quoi. C'est l'équivalent du président quand il fait des voyages à l'étranger et c'est lui qui représente le pays. C'est le principe. Mais il va juste faire son discours de 10 minutes barbant et puis après il ira s'asseoir. C'est ça, mais il va encore nous parler d'Azure, on s'en fout là, on est au Mobile World Congress et Azure. Non mais c'est vrai, enfin, moi Azure je m'en balance. Et donc il va Christophe. Ouais. J'allais dire Christophe sort de ce corps, mais. Et alors il va parler peut-être du cloud, il va surtout parler de l'intelligence artificielle dans le Edge, puisque les deux suivants, l'intervenant suivante, c'est comment elle s'appelle, Julia White, je crois. White, c'est son nom, j'en suis sûr. Le prénom, j'ai un doute. Je crois que c'est Julia, je crois que tu as raison.
qui est la personne qui présente habituellement tout ce qui est nouveauté Office, souvent dans les conférences. Donc vous l'avez peut-être déjà vu. Elle a les cheveux très courts. Et elle présente souvent de façon assez avec beaucoup d'énergie les nouveautés Office, quoi. Et donc là, maintenant, elle est plutôt en charge de justement Azure en plus de Office. Donc elle va certainement parler de cloud, ça va être passionnant. Et donc surtout après il y a Alex Kipman, donc comme vous disiez, qui est le papa de HoloLens. Donc on s'attend surtout à HoloLens 2. Oui. Et malheureusement il n'y a Mais personne alors- de Andromeda donc ou de mobile. Non, mais bon, de toute façon, ça fait 3 ans qu'ils nous bassinent avec Andromeda, le Surface Phone, machin. Moi, au bout d'un moment, j'y crois plus, hein. Mais bon, si on revient à HoloLens, quel intérêt d'avoir HoloLens présenté au Mobile World Congress? Parce que qui dit mobile dit plutôt appareil mobile façon téléphonie, ou est-ce qu'on est vraiment ouvert à tout ce qui est ordinateur portable, ultra portable et casque de réalité virtuelle ou augmentée portable? C'est vraiment mobile au sens large. Historiquement, c'est plutôt effectivement la téléphonie mobile quand même, et la téléphonie mobile a une place centrale au salon. Mais c'est vraiment au sens large. Par exemple, t'as d'autres appareils que tu n'as pas mentionnés, c'est des montres ou des bracelets connectés qui sont souvent annoncés à ces salons aussi. D'accord. Donc Pourtant, c'est je des téléphone appareils. pas avec ma montre, hein. Effectivement, mais c'est des appareils mobiles, donc voilà. Oui. Il y a les ordinateurs quand même, c'est plus rare parce qu'il y a d'autres salons autour où c'est plus propice à l'annonce de PC portable. On est vraiment sur des appareils plutôt ultra mobiles de poche en fait. Bon, tu me diras le casque sur un casque de réalité augmentée, ça c'est même pas dans la poche. Mais vu que ça se porte Oui, en mais fait, oui. C'est on ça, se comprend. c'est ça, Quoi. ça se porte. Mais tout à fait. Euh, Et puis HoloLens, c'est vraiment un appareil qui se porte et qui est autonome, C'est ça. contrairement à d'autres appareils. C'est ça. Après, annoncer HoloLens là, ma foi, peut-être après, est-ce que ça peut être un appareil qui peut fonctionner en 4G par exemple, peut-être la nouvelle génération, tu vois, pour imaginer d'autres usages, j'en sais rien. Ce qui du coup aurait du sens de l'annoncer au Mobile World Congress parce que c'est aussi un salon très opérateur, hein, du coup. C'est un salon aussi où tu fais beaucoup de contrats, donc Oui. ça peut avoir son intérêt. Ouais. Quand je vois que Microsoft a signé je ne sais plus combien de milliers de casques HoloLens avec l'armée américaine, je ne suis pas sûr que le Mobile World Congress soit le marché de base d'HoloLens. S'ils le font, il y a sûrement une raison, parce qu'ils ne le font pas gratuitement, ils le font pas... Ils pourraient très bien faire une il y a une conférence aux raison derrière. États-Unis pour annoncer ça, tu vois, ils pourraient attendre la build qui est 2 mois après, ils auraient plein d'occasions pour pas le faire au Mobile World Congress. S'ils le font au Mobile World Congress, c'est qu'ils veulent une audience internationale déjà, ils veulent que tous les journalistes soient là, parce que c'est le meilleur moment, enfin, il y a vraiment les journalistes du monde entier, c'est central en Europe, t'as vraiment les journalistes du monde entier qui viennent à ce moment-là. D'autant que chez les voisins, chez les concurrents, il y a quand même des grosses annonces qui se profilent là, à ce Mobile World Congress, donc il y aura beaucoup de journalistes, ça je peux te le dire. Oui. Donc ça peut faire beaucoup de papier oh mon dieu c'est impressionnant HoloLens 2 parce qu'en plus faut le rappeler, la 2e génération a été annulée. Là on parle de la 3e génération. Ouais. C'est la 3e génération. Commercialement, ça s'appellera HoloLens 2 parce qu'il n'y a pas eu de HoloLens 1. Elle n'est pas sortie. Il n'y a pas eu de 2, pardon. Mais la 2e génération en fait a été annulée en interne. C'est directement la 3e génération auquel on va avoir le droit. Donc il devrait y avoir quand même un joli gap, je pense, physiquement. S'ils vont à Barcelone au Mobile World Congress pour présenter HoloLens, ils ont intérêt à présenter quand même quelque chose qui déchire, quoi, qui vraiment marque le public, parce que c'est pas le lieu, enfin à mon sens, c'est pas le lieu premier pour cet appareil. Tout à fait. Mais je leur souhaite qu'une chose, c'est de réussir et de vraiment marquer les esprits avec quelque chose de vraiment génial. Il faut noter que le Mobile World Congress, c'est pas que grand public. Enfin, c'est des annonces grand public, mais tu as aussi beaucoup de pros. Oui. Notamment, c'est là où tu as Nokia, Huawei et compagnie qui font leur marché pour des antennes 5G. Tu vois, enfin, ils vont vendre des antennes 5G aux opérateurs. Tu vois. Bon, là, les opérateurs, à mon avis, vont quand même les démarcher sur leur lieu de fonctionnement habituel. Enfin, je pense. Là, pour le coup, pour y être allé au Mobile World Congress, tu as quand même des gros morceaux de hall qui sont dédiés à Nokia pour vendre de l'antenne, quoi. Enfin, pour vraiment pour faire la promotion de leur réseau, de dire nous on est les meilleurs sur la 5G et vraiment pas la partie smartphone. Hein. Je parle du vrai Nokia. Oui, c'est le vrai Nokia qui est resté équipementier mobile, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est quand même aussi un salon pro derrière les annonces grand public. Après,
pour autant, pour rejoindre là, pour aller dans ton sens, Nokia peut vendre des antennes 4G, 5G, machin. Ils font pas de conférence pour autant, tu vois. Ils ont un stand. Oui, non, mais. Et là, pourquoi Microsoft fait une conférence? Donc, quand tu fais une conférence, c'est que tu veux toucher un large public. Bien sûr. Donc moi, il me tarde vraiment de voir ça parce que je suis intéressé de savoir ce qu'ils vont mettre en avant et ce qu'ils vont vouloir montrer au grand public d'HoloLens. Est-ce que l'autonomie est en grosse hausse? Est-ce que le casque est beaucoup plus léger qu'avant? Est-ce que, peut-être plus facile à porter tout le temps, en fait, tu vois? Ou avec cet angle de vision qui est vraiment très immersif maintenant, je sais pas. On peut se poser, HoloLens, il y a quand même beaucoup de voies d'amélioration, aussi convaincant que ce soit la première génération. Il y a beaucoup de façons d'améliorer le produit, donc ce sera intéressant de voir comment ils ont fait, quoi. C'est vraiment, pour le coup, ça va être un beau produit, une belle annonce, quoi, pour le coup. Oui. Mais on est d'accord, on parle pas de produits, je pense pas qu'on va encore parler de produits qu'en public. Parce que si tel était le cas, il faudrait se poser, parce qu'il faudrait se poser la question, pourquoi on va sortir ça? Parce que, et là je vois vraiment pas quel serait le déclic qui dit, oui, bon sang, bien sûr, il faut que je me prenne ça pour la maison ou pour me déplacer, tu vois. Il n'y a pas de... Non, clairement, là, tu as raison là-dessus, Patrick. Mais je pense qu'HoloLens est un produit pas de démo, c'est pas le terme exact, mais c'est le produit qui va créer l'effet waouh, un petit peu comme le premier sur Facebook. C'est un petit peu ça l'idée, c'est pas le produit d'appel, mais le produit qui va dire waouh, mais c'est génial ce qu'ils font. C'est la vitrine technologique. Voilà, la vitrine technologique, merci Cassim. Le produit qui va faire que tu vas aller voir la marque. Tu vas dire putain, ils sont cool, ils ont fait ça, quoi, c'est génial. C'est une hypothèse que je fais. Je pense que c'est là-dessus, mais après, peut-être que je me gourre complètement. D'ailleurs, l'annonce du premier HoloLens, ça avait fait cet effet-là, quoi. Les gens, oui. il y avait des vidéos qui vendaient du rêve à coup de Minecraft dans ton salon. Les gens étaient hypés sans trop réfléchir. C'était dans l'euphorie du moment. Après, je pense que pour les années qui se sont écoulées, on vont plutôt dans le sens de Patrick sur le fait que les entreprises ont trouvé un usage. Microsoft a trouvé une clientèle auprès de certaines entreprises. Et voilà, et je pense qu'ils peuvent s'en contenter. Ils peuvent déjà, en baissant le prix peut-être potentiellement de ce nouveau HoloLens, peut-être élargir le nombre d'entreprises qui seraient intéressées sans s'adresser quand même au grand public. Tu vois. D'accord. Une sorte de juste milieu, je pense. Oui, bien sûr. À mon avis, on parle quand même d'un casque qui coûtera quand même s'il baisse le prix, ça peut pas coûter moins. Là, il était à 3 000 €, je crois, la version qui était sortie était à 3 000 €, 3 000 $. Ouais, je le vois pas passer, à la limite, en dessous de 2000. Ouais, c'est ça, même 1500. Au vu des prix des casques de réalité virtuelle aujourd'hui, on pourrait imaginer une baisse de prix. Quoique, s'il n'y a que Microsoft qui l'ait fait. Non, parce que c'est autonome. Là, c'est ça, tu n'as pas besoin d'ordinateur, là, Patrick. Oui, c'est juste. Ton casque sur la tête, il fait tout. Il a la batterie, il a la puissance de calcul, il génère l'image dans l'écran que tu as devant les yeux. Il a les caméras pour filmer ce que tu regardes, donc il a deux Kinect intégrés. C'est beaucoup de techno, quoi. Et pour un truc qui est produit, ce qui générait surtout le coût, c'était le fait que c'est très compliqué à produire, en fait, le premier HoloLens. Donc tu nous avais dit qu'il y avait une quantité de matériel défectueux qui passait pas la sortie d'usine, qui était assez impressionnante, je crois. Il y avait un truc comme ça. Hein. C'est ça, et puis ils avaient ils ont vraiment eu du mal c'était un ratio entre grand champ de vision, autonomie de merde, et fabrication encore pire s'il y a un grand champ de vision, quoi. Donc ils ont dû jauger un peu pour avoir un produit qui ne coûte que 3 000 $. Et non, mais c'est ça, quoi. C'est ça la pire. Qui ne coûte que 3 000 $, qui ne fonctionne que 3 heures et qui a un angle de vision un peu mode boîte aux lettres, effectivement, en termes de visière, quoi. Pour l'avoir essayé, alors pas longtemps, je l'ai essayé 10 minutes quand on était à expérience. Je trouve que c'est quand même vachement immersif, même si l'angle de vision est petit. Je trouve que déjà ça fait son effet, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, il y a vraiment un potentiel pour l'améliorer. Ah oui, clairement. Bon, moi je vous propose quand même de laisser HoloLens et le mobile rentrer en Grèce. Je crois qu'on n'a pas d'autres infos pour l'instant sur Barcelone.
Ouais, bah sinon j'ai dit sinon j'ai dit qu'il y aurait des gros concurrents. Bah il y a quand même par exemple Oui. du Huawei qui va annoncer son smartphone pliable. Enfin il va y avoir les premiers smartphones 5G. Enfin donc il y a des grosses annonces quoi qui arrivent. Ouais. Enfin, en France, pour l'instant, la 5G, on l'a en test Voilà. il y a 2-3 ça. villes. Non mais c'est ça ne nous pas concerne pas. C'est juste que c'est des annonces importantes en mondial. général. Mais oui nous on a le temps de voir venir avant que la 5G Je pense qu'on a au moins 2 ans avant de vraiment être impliqué par la 5G au niveau national. Ouais, mais Combien les de temps tu as dit constructeurs Combien vont de temps tu commencer as à dit sortir. Ouais, Bien c'est ça. sûr, il faut qu'ils Tu as anticipent. dit quoi, Il faut qu'ils 5 ans anticipent, évidemment. 5 ans Non, 2 ans, je Non. disais, moi. Ah, en voilà. France. Parce qu'on parle souvent de Ouais, la peut-être 5G avant. comme une étape indispensable pour les voitures autonomes. Donc moi, je pense qu'effectivement, 2 ans, c'est raisonnable de se dire que ça va arriver assez rapidement. Fin Par rapport à 2018, ça, je crois qu'il y avait Lille, Marseille, Paris Ouais, qui alors avaient c'est des villes tests. des zones de test. Ouais, Ouais, c'est c'était ça. des villes Ouais. tests. Et bon, faut quand même qu'ils arrivent à finir les tests. Là, je crois qu'il y a Orange qui faisait les tests, mais je sais pas si les autres opérateurs en avaient fait encore. Si, Euh, Voilà, je vais pas En trop regarder. Suisse, J'ai ça a vu déjà pour Orange. commencé en tous les cas aussi, ouais. Et je Ouais. pense qu'il paraît que c'est Et déterminant pour les voitures autonomes. après, le temps qu'ils mettent ça sur tout le réseau national, quand tu vois comme la 4G a été longue à déployer, alors j'ai cru comprendre que la 5G serait plus facilement déployable, à ce que j'ai compris, hein. J'ai cru Sauf Mais que comprendre ça là, aussi. ouais. on parle quand même d'industrie automobile qui pèse quand même un certain poids au niveau financement, prix, etc. Donc si tu rajoutes ça dans la balance, ça Bah, tu pourrait sais, peut-être s'accélérer. Ouais. Peut-être. Accélérer les Ouais. choses. Ouais. Ouais. Bah, Tu sais, Patrick, moi j'ai toujours pas de lecteur USB dans ma voiture, alors la 5G, D'accord. En tout cas, 2019, c'est la 5G, c'est Pas tous. plutôt Corée du Sud, États-Unis, qui sont toujours les pays un ouais, peu leaders en technologiquement. première ligne, ouais. Ouais. China Mobile aussi, probablement en Chine. Mais après, ce sera plutôt 2020-2021, le lancement de la 5G commercialement. C'est par exemple Paris. Il y a Paris, déjà une Lille, marque, Marseille. il y a Voilà, déjà une c'est ça. marque qui communique sur la 5G en pub télé, je crois, et qui dit bientôt la 5G ou je sais pas quoi, où on se prépare. J'ai vu C'est ça. possible. C'est SFR, je crois. Mais je voudrais Ah pas bah dire de ça, C'est faire? ça m'étonne Ouais, pas. On se prépare pour la 5G, je crois, ou un truc comme ça, à la fin des pubs, tu Ouais. sais, dans les encadrés, là. ouais. Ah, j'ai dit, Oui, bah, mais plus c'est tard. logique, il se prépare forcément. Non, mais moi je suis sûr qu'Elon il va se pointer avec son petit escabeau puis il va nous balancer de la 5G partout avant d'amener ses Tesla, tu vas voir. Il est tellement. Il Ouais, est c'est les bien Tesla motivé ce garçon. les Tesla feront antenne 5G en fait. C'est ça, ouais. Et avant de Ah, tourner un dans peu. les Ouais, fils. ça. Elles sont Ah ouais, sympas, pas ça. mal. Ok. Bon, Très écoutez, bien. moi je vous propose de clôturer cette partie. On va redescendre sur Terre. Et est-ce que, Cassim, tu nous parlerais un petit peu de Microsoft Sandbox? Ouais, bon, on va faire rapide là parce qu'en plus c'est une Ouais, news qui commence un peu à dater. c'est ça, c'est ce que je disais, ouais. C'est le développement de Windows 10, de la nouvelle version de Windows 10 qui continue, celle qui va sortir mars à peu près, mars-avril par là, euh, qui continue. Et donc dans une des grosses nouveautés, c'est Windows Sandbox qui permet, qui permet rapidement de lancer des logiciels dans des environnements clos. Ce qui permet en fait de garantir la sécurité, de pas. Tu es sûr qu'en fait ça va être un mini Windows qui va faire tourner ton logiciel et donc tu es sûr que le logiciel va pas pouvoir avoir un effet néfaste par un virus par exemple sur d'autres parties de ton environnement. Pour prendre un peu un exemple plus concret, c'est exactement comme ça que fonctionnent les navigateurs déjà web, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge. Et c'est ce qui fait que en fait, chaque onglet tourne dans sa petite sandbox. Et donc, c'est ce qui fait que si un onglet plante, le reste du navigateur ne plante pas. Et puis, il peut contrôler un peu, voilà, chaque onglet peut être un peu contrôlable indépendamment. Bah là, c'est un peu le même principe, mais pour des logiciels, pour Windows. Donc, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les professionnels et les entreprises. On verra quels usages on pourra développer avec ça pour le grand public ou en tout cas disons les utilisateurs avancés, on va dire. Mais du coup, c'est une fonctionnalité qui était assez attendue de la part des professionnels, qui a déjà des logiciels concurrents en fait qui permettaient un peu de faire ça, mais quand Microsoft le fait, c'est quand même beaucoup plus efficace puisqu'ils peuvent vraiment c'est bien maîtriser de parce- bout en bout. C'est ça, quand c'est natif, quand ça fait partie du système d'exploitation, moi, tu peux faire l'hypothèse que c'est bien fait et que ça va pas poser de problème dans ta machine. Ils peuvent aller plus profondément dans la séparation vraiment pour créer vraiment quelque chose de complètement compartimenté Hermétique. et hermétique, effectivement.
Ok, merci Cassim. Donc une petite nouveauté qui pourrait être sympa pour les utilisateurs avancés. Pour continuer, alors ça c'était une news que Florian voulait partager, c'est à propos des abonnements Office, enfin d'Office 2019. Si vous êtes abonné à Office 2019 en version Office 365, vous vous apercevez que au fur et à mesure de l'évolution d'Office, vous avez des nouveautés qui arrivent. Que ce soit à l'intérieur de Word, Excel et compagnie. Alors que si vous avez une version boîte de Office 2019, vous allez avoir les mises à jour de sécurité, mais tout ce qui va être ajout de fonctionnalité, vous n'allez pas l'avoir forcément. Même il y a peu de chances que vous l'ayez. Et voilà, donc on en parlait là sur le Slack, on en avait parlé, mais je crois que c'était pour la M-Story avant-hier. Et on s'est dit, mais attention, voilà, cette différenciation, cette séparation des deux branches, la version abonnement qui te permettra d'avoir tout, mais qui t'oblige de rester lié par l'abonnement à Microsoft, contrairement à la version boîte que tu achètes en une fois, mais par contre, tu n'auras plus les fonctionnalités mises à jour. Voilà. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler de ça. D'abonnement boîte. Si, ça existe toujours. Oui. Ça existe Si, toujours, je mais l'ai c'est commandé quand même. Si. Ouais, c'est pas forcément intéressant. Enfin, ça dépend pour qui, quoi, mais c'est pas. Ça Moi, je sais dépend que je suis pour qui passé et à combien. l'abonnement. Ouais, voilà, je suis passé à l'abonnement. Moi, je suis content, mais bon, effectivement, l'avantage des versions boîte, c'est quand même que tu as une licence entre guillemets à vie, quoi. Enfin, C'est ça. Tu as ton logiciel, tu l'as acheté et tu peux l'utiliser pendant tant que ton ordinateur fonctionne et tant que tu as un système qui peut le faire tourner. Donc ça C'est ça. représente des années et des années. Bon. Après, L'abonnement, on peut trouver l'abonnement, c'est 7 € par mois en version famille, si je dis pas de bêtises. c'est 7 € par mois perso, je crois, et 10 en perso. famille. 10 en famille, 7 en perso. En perso, tu n'as qu'une licence ou tu as 2 licences Office? T'as une licence qui fonctionne sur plusieurs machines, 2 je crois. Oui, mais en même temps. Maintenant c'est une infinité et 2 en même temps. 2 en même temps, d'accord, c'est ça. La famille, ça doit être 5 en même temps, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Ou 6, non, maintenant c'est 6 ou 7. Ils ont augmenté. Ils ont monté le. D'accord. Ouais, ils ont. Avec la TCL, quand ils ont mis à jour. C'est 6 utilisateurs, voilà. Quand ils sont passés Voilà, Ouais. quand ils ont fait la mise à jour un peu en octobre. Après, il y a d'autres. Vous pouvez aussi avoir. Il y a souvent des promos. Vous arrivez à avoir 1 an d'Office 365 pour la moitié du prix, voire un tiers du prix. Si on suit les bons plans, généralement, ça se trouve assez facilement, ça. Donc, Puis l'avantage, c'est quand même si on l'utilise, le stockage OneDrive qui est intégré. Tera. Par contre. Pour moi, c'est plus important que Word en fait. Enfin, je l'ai pris pour les deux, mais OneDrive est quasiment plus utilisé que. Ce qui se comprend, c'est tellement. Enfin, oui, si. Bon, c'était mieux SkyDrive, mais bon, ça, on va arrêter de faire les vieux. Comment dire, c'était mieux avant. Allez. Allez, Moi, on je m'en fous. continue. J'ai toujours le dossier SkyDrive dans mon ordinateur. Moi aussi. Il n'a pas changé de nom. Non. Toujours le même qu'on garde. Alors, pour continuer, cette fois-ci, on va sauter de Office à Bing. Et juste pour vous dire que Bing, maintenant, est en une de Edge quand vous installez votre Windows pour la première fois et que vous avez Edge. Voilà, ça, on ne l'avait pas jusque-là. C'est une petite news que Flobo a trouvée. Cassim, si je te parle d'accès aux données personnelles, ça te dit quelque chose avec le projet Bali? Ouais, alors j'ai rapidement, je l'ai vaguement vu, mais c'est. On va éviter ça. Ouais, c'est un projet de Microsoft qui permet, je crois, enfin qui veut, comment dire, pour vous savez que vous avez une page d'accès dans votre compte Microsoft sur le web, vous avez un accès en fait à un peu toutes la façon dont Microsoft utilise vos données. Et vous pouvez un peu contrôler finement des trucs, les éléments que Microsoft sait sur vous. Et donc Bali, il me semble, c'est un projet pour améliorer donc cette partie-là et la retravailler, si j'ai bien suivi en fait. C'est ça, ouais. C'est ce que j'ai compris aussi. Parce que donc voilà, c'est vraiment Microsoft fait beaucoup de choses sur vous, comme Google par exemple, ou d'autres boîtes, ou Facebook. Microsoft, ils se font un petit peu moins d'argent que Google et Facebook, dont c'est l'essentiel du business. Microsoft, il n'y a que par Bing en fait qui se font vraiment de l'argent dessus. Sinon, les données, ça les intéresse pour développer leur logiciel en fait, mais sinon par ça, bof quoi. Et donc ils ont plutôt pris le parti quand même depuis le début de Windows 10 d'essayer de donner plus de contrôle aux gens sur leurs données personnelles.
Et Oui. donc, il me semble que donc c'est un concept qui travaille. Pour l'instant, c'est de Microsoft Research, qui permet vraiment de mieux gérer sa partie privée, quoi, sa partie de données privées, quoi, il me semble. D'accord. Ok. J'espère ne pas avoir fait Merci beaucoup, Cassim. Patrick, Je tu voulais sais. réagir à ça? Je voulais réagir à ça. Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais ça me rappelle. Vous connaissez peut-être tous Tim Berners-Lee, un petit peu celui qui a un petit peu Papa du contribué à voilà, exactement, le papa du web, qui a proposé un projet qui lui est baptisé Solid, qui en fait consiste à créer une plateforme web dans laquelle vous y déposeriez toutes vos données personnelles, auxquelles vous aurez totalement accès et totalement le contrôle, et que vous pourriez disséminer aux différents services et réseaux sociaux à travers cette plateforme, mais en choisissant vous ce que vous souhaitez donner. Ouais, mais c'est bien ce qu'on fait déjà. Ouais, mais tu Je le fais pense pour que chaque. Pas tout repli les à fait, données. T'es non, obligé non, non. t'es obligé de le Je- faire pour chaque site en fait là actuellement. Oui, je comprends. Voilà, Ah Mais oui, si d'accord. tu donnes là, une on fois. part d'un coffre centralisé, si tu veux. Ça simplifie. D'un coffre Ouais, mais moi centralisé j'ai où toi toujours tu peur, y moi, mets d'un coffre toutes les données. centralisé. Non, mais justement, Tim Berners-Lee veut rendre ce coffre totalement indépendant de toute plateforme, si tu veux, toute plateforme de réseaux sociaux. Et c'est toi, en fait, qui déverrouille au fur et à mesure les données que tu veux voir transmises, si tu veux. C'est un petit peu, ça me rappelle un petit peu ça. Ouais, ouais. Mais j'entends bien ce que tu dis, mais après, un seul endroit, et si c'est le truc qui est censé être le mieux sécurisé, il y a forcément des gens qui vont s'amuser à aller le péter pour aller y rentrer dedans. Enfin, qui vont essayer, du moins. Mais après, tu peux aussi choisir ce que tu donnes aux différents sites comme vraie information, comme fausse information. Après, à toi de gérer ce que tu leur as donné, pas donné, ce que tu as donné de vrai, de faux. C'est une autre manière de voir les choses aussi, mais bon. Bon alors sans transition, on va sauter sur la collecte de données aussi, mais cette fois c'est pas du tout la même collecte de données, celle-là elle est totalement volontaire et c'est vous qui la faites. Je voulais vous annoncer, alors ceux qui nous suivent depuis longtemps, on vous a déjà parlé de l'application Collecto qui existait et sur Windows 10 et sur les smartphones, les Windows Phone et les Windows 10 mobile. Cette fois-ci, David Catu, donc le développeur de l'application Collecto, a mis en place le service en ligne, le site web collecto.app, donc vous tapez www.collecto.app, et vous pouvez, si vous êtes utilisateur ou ancien utilisateur de Windows 10 et de vos Windows 10 mobile, vous pouvez retrouver vos anciennes collections, et si vous n'avez pas de collection, vous pouvez en créer. L'avantage, c'est que vous pouvez retrouver collecto.app sur mobile, sur tablette, sur ordinateur, sur votre console si vous en avez envie, vous pouvez l'utiliser partout. Donc c'est un truc assez sympa, voilà. Donc merci à David Catu qui a mis ça en place et qui est assez réactif toujours sur les évolutions de son application. Donc merci à David. On continue cette fois-ci, on retourne sur Windows et pour parler d'espace réservé. Alors Cassim, t'as regardé ça? Si je te dis 7 Go réservés pour le système, ça te dit quelque chose? Tout à fait. Oui, alors, c'était assez marrant parce que c'est un truc que je reprochais à Windows 10 au lancement de Windows 10. Donc finalement, ils finissent par un peu le corriger. Si vous avez des machines qui ont peu de stockage disponible, qui ont peu de place disponible sur leur disque dur, vous avez peut-être déjà eu des problèmes à l'installation d'une mise à jour de Windows 10 où ils vous demandaient de libérer de l'espace ou de brancher une clé USB ou un peu de vous débrouiller, quoi. Parce qu'il y avait besoin de place pour télécharger la mise à jour et l'installer. Tout à fait. Il y a Microsoft qui a décidé avec la prochaine version de Windows 10 de régler ce problème, visiblement, puisqu'ils vont créer un espace réservé, qui sera un espace vide du coup sur le disque de 7 Go, qui sera vraiment une zone réservée, donc les logiciels et vous n'y aurez pas accès. Mais elle sera vide et elle ne servira en fait que à télécharger les mises à jour Windows 10 tous les 6 mois là, comme ils en développent, et pour pouvoir les installer facilement sans que ça cause plus de problèmes à l'avenir, sans que ça bug en tout cas. Donc c'est pas encore, je me rappelle plus exactement de comment ils vont le mettre en place. C'est-à-dire que il me semble que c'est que sur les nouvelles installations de Windows 10. Il me semble que si vous mettez à jour un ancien Windows 10 vers la nouvelle version, il n'y aura pas la création d'un espace réservé. C'est vraiment que à l'installation d'une version vierge de Windows 10. Donc c'est l'occasion
c'est l'occasion, je vais faire un petit peu de pub pour les tutos Lifestyle, mais de resuivre les tutos Lifestyle où on vous avait expliqué comment refaire une clean install totale de votre machine. Donc profitez-en, comme ça, hop, vous aurez une machine toute neuve, toute bien configurée pour profiter de ces 7 Go de stockage pour faire les mises à jour facilement après. Tout à fait. Donc ça risque de poser un peu problème sur les machines vendues avec très peu de stockage parce que du coup ça veut dire que Windows 10 va bouffer 7 Go de plus, quoi. Donc c'est pas forcément très cool, surtout à une époque où on essayait plutôt de réduire la place que prennent les systèmes en optimisant un peu tout. Et par contre après Microsoft promet d'essayer de gérer un peu cet espace de stockage selon ce qu'ils ont besoin, essayer de voir s'ils peuvent le réduire, etc. Ils vont essayer d'optimiser un peu tout ça. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres solutions que ça. Enfin, Microsoft n'a pas trop trouvé d'autres solutions que ça. Pardon pour le bâillement. Il y en a qui sont fatigués. On n'avait pas entendu. Non, pas du tout. Tu peux. Microsoft n'a pas trouvé d'autres solutions, pardon, et donc on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Après, je pense que c'est quand même, malgré l'inconvénient de prendre 7 Go de plus, je pense que c'est une bonne solution après pour plus poser de problème aux utilisateurs et leur dire bah voilà, il l'installera, il y aura besoin juste d'un petit redémarrage, au moins ce sera installé, quoi. Parce que c'est toujours pénible quand tu es au moment d'installer ta mise à jour et il te dit impossible d'installer, espace insuffisant, veuillez libérer 8 Go, machin. Tu dis merde, j'ai téléchargé le truc et c'est que maintenant que tu me dis que c'est pas possible, tu n'aurais pas pu me le dire avant. Voilà, je pense que c'est un mal pour un bien, cet espace réservé. Oui, ah ben clairement. Au moins comme ça, tu sais à quoi t'attendre et tu sais que tu n'auras pas de problème après. Mais ce qui aurait été encore mieux, c'est si Windows n'avait pas été vendu avec des machines de 32 Go de stockage, en prenant 16 et en installant Office par-dessus. Ouais. Ça, c'est clair. Bon, allez, moi je vous propose de continuer. D'ailleurs, tu parlais d'installer Windows 10 sur des machines de 32 Go de stockage. Mais moi, je te propose de le faire. Mais d'installer ton Windows 10 Pro sur un Windows 10 mobile, sur le 950 XL. Il y a des équipes qui ont réussi à le faire tourner pleinement. Et donc, c'est quand même très frustrant. Oui, le 950 XL qui avait des bons et des très mauvais côtés. Et bien, il y a des équipes qui ont réussi à faire tourner ce Windows 10 Pro de manière complète là-dessus, ça fonctionne très bien. Et c'est gonflant de se dire que Microsoft n'a pas voulu le porter correctement. Alors qu'il y a des amateurs, non, pas des amateurs, mais des gens qui ne travaillent pas chez Microsoft qui ont réussi à le faire. Voilà. Et tu te dis, merde, ça c'est quand même quelque chose que Microsoft aurait pu faire, nous amener Windows 10 jusqu'au bout, porter ce Windows 10 sur les mobiles. Je suis sûr que ça leur aurait pas coûté tant que ça. Je sais qu'il n'y avait plus beaucoup d'utilisateurs, mais il y a un moment, ils auraient pu aller jusqu'au bout quoi, de leur engagement. Je pense qu'ils auraient jugé que c'était inutile, parce que là, c'est une preuve que c'est possible, mais je suis pas sûr que c'est super utilisable, quoi. Oui, je pense c'est compliqué, c'est à Microsoft de gérer ça, mais effectivement, je pense que ce que Guillaume suggère, c'est pour un peu le respect de tes utilisateurs, enfin une sorte de preuve de bonne volonté sur le fait que bon bah on abandonne l'OS, mais on vous propose une dernière mise à jour, peut-être qui aurait été optionnelle, peut-être, ou en tout cas. Ouais, mais que Microsoft propose aux gens de continuer sur un cycle. Je sais pas, peut-être qu'ils auraient proposé un truc façon un peu insider pour les nouvelles versions. Je pense qu'on aurait accepté parce qu'on aimait ça et qu'on avait envie de continuer. Mais bon, allez, de toute façon ça c'est fait. On va pas non plus s'attarder sur le passé. Une petite nouveauté, alors c'est dommage, c'est Florian qui voulait vous en parler aussi. Je sais pas si vous utilisez beaucoup Outlook en ligne ici dans l'équipe. Outlook en ligne, enfin j'utilise Outlook, oui, Outlook.com. Oui, Outlook.com. Tu as remarqué, oui, pour le courrier, pour tes contacts, pour tes tâches. Et vous avez peut-être remarqué que récemment, To-Do a remplacé Task dans Outlook en ligne. Non. Non, je l'avais pas remarqué. J'avoue que par contre, j'utilise beaucoup To-Do par contre. Voilà. Donc ça y est, il y a toute cette architecture. Alors, c'est Florian, le spécialiste de tout ça, qui connaît bien tous les rouages. Et tout est en train de s'unifier. Alors, il y a des noms différents selon les systèmes que vous utilisez, mais c'est au final la même chose et tout est en train d'être rationalisé là-dedans. Donc, ça devrait être de plus en plus performant et fonctionnel.
Sinon, alors pareil, c'était aussi notre ami Florian qui devait en parler. C'était la dernière build qui est sortie, là, qui rappelait le projet Chicago. Alors pareil, regardez le M-Story 06, vous allez retrouver l'adresse là-dessus si je pense à la mettre. Allez-y, on va vous parler de Windows 95 et de Chicago. C'est un petit moment, je vous conseille à vous aussi de la regarder, Patrick et David. Il y a des moments d'histoire qui sont dedans, vous les retrouverez pas partout. Et ça, merci à Florian. Sinon, le Mobile World Congress, je crois qu'on en a parlé, donc ça sert à rien d'en reparler. Bah, on a fait le tour, non? Ou j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Cassim, qu'est-ce qu'on oublie? Je crois qu'on a fait le tour. Ah si, un petit dernier détail sur Windows 7 qui les parts de marché? Non, qui n'a plus qu'un an. Enfin oui aussi, il y a Windows 10 qui est passé devant. Mais je crois peut-être on en avait déjà parlé. Non, je sais plus. Sinon, surtout Windows 7 qui n'a plus qu'un an à vivre. C'est ça. On est rentré dans la dernière année. Ouais, pour le grand public, hein. Pour le grand public. Oui. Pour le grand public et les entreprises qui ne payeront pas le support. Parce que c'est ça. Mais même si tu es un particulier que tu payes, j'imagine que Microsoft te fournit un support à vie. Je suis pas sûr que ce soit accessible au grand public. Je crois que c'est vraiment accessible qu'aux grosses entreprises. À mon avis, si tu as les moyens, Microsoft te le fait. C'est pas. Peut-être. Je pense. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas s'ils étudient au cas par cas là-dessus. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient le système. Enfin, je sais pas à qui tu peux t'adresser en fait pour payer. C'est comment maintenant c'est comment officiellement pour passer à 10 c'est plus gratuit ou c'est toujours gratuit? Officiellement, c'est plus gratuit. Ouais, officiellement, c'est plus gratuit. Tu payes, tu vas sur Amazon, tu t'achètes une version de Windows 10 et tu l'installes sur ton PC. Voilà. Sinon, je crois que je ferais redemander à Flobo, j'ai un doute, mais je crois que. Alors, mais je pense que je peux te répondre. Tu peux toujours installer Windows 10 avec une clé Windows 7, je crois que c'est toujours possible. Oui, mais alors il faut installer d'abord Windows 10 Threshold 1 et ensuite tu fais l'update. Parce qu'il y a un système de vérification de licence qui est différent, donc il faut installer un Windows 10 Threshold 1 et ensuite tu fais l'update et il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est pas la méthode. La première version, la première itération de Windows 10, celle qui est sortie en juillet 2015, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ah oui, oh la vache. Ouais, donc il faut retrouver une version de ce Windows 10 là, enfin voilà. Mais c'est pas un problème. Oui, non. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais mais voilà. Ça se trouve facile. Ça peut se trouver, je pense. Ça peut se demander dans une communauté d'amis. On a un Slack, je crois d'ailleurs, non? C'est ça. Hein. Voilà, donc si vous voulez nous retrouver pour communiquer avec nous, vous nous envoyez un message à contact@lifetile.fr, vous nous demandez l'accès au Slack, et puis on vous invite, on vous rajoute sur la liste des membres. Et puis voilà, on est gentil, on n'a jamais mangé personne, on parle un petit peu de tout, on est ouvert. Bon, à part le monde Apple, c'est vrai qu'on est encore un peu réfractaire. Non, mais voilà, toujours est-il que pour le très grand public, Windows 7 a plus qu'un an à vivre et qu'à partir de janvier 2020, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité gratuite pour Windows 7, donc pour Windows 7 et Internet Explorer 10 ou 11. 11 oui. Le dernier, c'est le 11. Ouais, j'arrive pas à me souvenir si du coup c'est celui de Windows 8, je crois, 11. Donc du coup, je pense que ça doit être. Ah, je sais plus. T'as raison. Le natif de Windows 7, c'était 10, je pense. Voilà, et je crois que c'est lui qui n'est plus pris en charge le même jour. Et donc bref, si vous êtes encore sur Windows 7 et que vous avez une machine compatible Windows 10, il est temps de passer à Windows 10. Je pense qu'on peut le conseiller maintenant aux gens qui sont encore sur Windows 7 ou essayer d'acheter une nouvelle machine si vous pouvez. Voilà, bon, si elle fonctionne, si l'ancienne fonctionne encore. Faut faire attention avec les failles qui peuvent être découvertes et non corrigées. Enfin, si vous avez. Moi, j'avais cru lire qu'il passe. Ça vaut pas le coup de pas prendre Windows 10. David. J'avais cru lire que 7 et 8 se terminaient ensemble, non? Non. Windows le 8 doit encore avoir un peu. Ouais, ils doivent encore avoir une ou deux années de plus, pas beaucoup plus parce qu'effectivement ça s'arrête. Il a peu marché. Et tu me mets le doute. Enfin, surtout que Windows 8 tout court, il est déjà fini. C'est 8.1 du coup. Oui. Et je sais plus, il doit plus rester grand chose, non. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que du coup, on va bientôt arriver au fait qu'il y ait qu'un
une seule version de une seule version de Windows qui soit enfin unifiée, qui soit supportée. Ça va aider à ce que on ait enfin une large partie du marché qui soit sous Windows, quoi. Ça sera cool en termes de fragmentation, quoi. Ben, Ouais, pour c'est pour ça Microsoft, qu'ils ont ça sera décidé- beaucoup plus pratique. C'est pour ça Ouais. qu'ils ont décidé de prolonger Windows 10 au lieu de faire un Windows 11. Hein. C'est pour que Tout à dans fait. 10 ans, tout le monde ait Windows 10. Tout à fait. Non, mais c'est ça. On va savoir tout à ce que fait. va nous proposer Satya après. Ouais. J'attends de voir. Ouais. Mais bon. Je suis tombé sur une page sur le cycle de vie de toutes les versions. Il y a carrément Windows 98. Qui est encore actif? Qui est, non, ça s'est précisé que ça s'est arrêté en 2006, mais du coup, j'ai lancement le 30 juin 1999, fin du support général en 2002. Enfin, il y a Attends, toutes les dates. 99, Windows 98? Non, c'était le 98 seconde édition, ça. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Oui, il y a le standard édition juste en dessous, il est aussi sorti en 198, oui, pardon. Oula. Il n'est pas sorti en 97, Windows 98? Apparemment, non. Bon, c'est peut-être moi qui Enfin, craque. là, c'est la Je standard crois qu'il édition. sortait toujours une année après, je crois. Enfin, je sais plus. Ah non. Non, Non, mais il est bon, sorti en bref. 98 là. Bref, Oui, toujours 80. est-il que voilà. Mais putain, c'est marrant, cette page, elle est très complète. Et du coup, je suis en train de Tu peux chercher nous la Windows partager 8. sur le Slack, s'il te plaît? Oui, et je suis en train de chercher Windows 8.1 2023. Ça va, il y a encore 4 ans. Ouais. Bon. Bref, Ok. voilà, là on a fini tout, je pense. Allez, on a tout fini. Bon, ben, merci David, merci Cassim, merci Patrick de m'avoir accompagné ce soir. On vous donne donc rendez-vous sur le Slack si vous voulez discuter avec nous plus directement. Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter en écrivant à @lifestylepodcast. Ou sinon, ben, vous pouvez nous suivre et nous laisser des commentaires sur la chaîne YouTube ou sur le site lifestyle.fr. Encore merci David, merci Patrick et merci beaucoup Cassim. Et merci Pour Guillaume. ce retour. Et Ah, Merci. merci à tous. Avec plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt parce qu'on risque de changer la formule de Lifestyle et de passer à du court beaucoup plus souvent, une fois chaque semaine. Ça nous permettra de vous parler de nouvelles un petit peu plus fraîches. En attendant, donc, retournez sur notre chaîne YouTube et allez voir les playlists MS Story et Tuto. Vous trouverez peut-être des petites perles. Et puis allez, je m'arrête, je vous dis à bientôt. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao. à bientôt. Bye.